Vous le voyez au supermarché le samedi matin, poussant un chariot rempli de choux kale bio et de pâtes sans gluten qu'il ne mangera jamais. Les épaules voûtées, le regard vide, il coche mécaniquement les articles d'une liste écrite d'une main qui n'est pas la sienne. C'est pourtant le même homme qui autrefois veillait jusqu'à 3 heures du matin à débattre de philosophie avec des inconnus, qui démissionnait par principe, qui a traversé la France sur un coup de tête juste pour voir ce qu'il y avait. Aujourd'hui, il fait la queue à la caisse, calculant s'il reste assez sur le compte commun pour le fromage artisanal que sa femme, Sophie, a dit vouloir. Il répète mentalement les excuses qu'il devra présenter s'il a oublié la marque de yaourt spécifique qu'elle préfère. Vous l'observez et vous vous demandez à quel moment exactement la transformation a-t-elle eu lieu? Quand le lion est-il devenu un animal de meute? Promenez-vous dans n'importe quel quartier pavillonnaire un week-end et soyez témoin de la grande domestication en marche. Des hommes qui dirigeaient autrefois des conseils d'administration demandent maintenant la permission d'acheter une bière. D'anciens rebelles qui défiaient l'autorité cherchent désormais l'approbation pour chaque décision mineure. Des champions qui ont surmonté des obstacles négocient maintenant pour 1 heure de sommeil supplémentaire. Aujourd'hui, je vais exposer la machinerie psychologique qui transforme les hommes indépendants en bêtes de somme dociles. Car comprendre ce processus ne concerne pas seulement le mariage. Il s'agit de reconnaître comment la société orchestre systématiquement la soumission masculine par la promesse de l'amour. En plus de 15 ans d'observation professionnelle et personnelle des relations, j'ai été témoin de centaines de couples dans leur habitat naturel. Le schéma émerge avec une telle constance qu'il devient impossible de l'ignorer. Des hommes forts et décisifs se métamorphosent progressivement en chercheurs d'approbation anxieux. Des penseurs indépendants deviennent des chambres d'écho pour les opinions de leurs partenaires. Des preneurs de risques se transforment en planificateurs obsédés par la sécurité qui consultent le quartier général avant de faire le moindre mouvement. J'ai vu des entrepreneurs qui ont bâti des entreprises à partir de rien devenir soudainement incapables de choisir un restaurant sans consultation. J'ai vu des vétérans militaires qui ont mené des troupes en zone de combat être maintenant terrifiés par la désapprobation de leur épouse pour des décisions ménagères mineures. La transformation est si complète, si systématique qu'elle semble conçue plutôt qu'accidentelle. L'aspect le plus troublant n'est pas le changement lui-même, c'est la façon dont ces hommes semblent ignorer que cela se produit. Ils rationalisent chaque petite capitulation comme de l'amour, chaque limite franchie comme un compromis, chaque liberté sacrifiée comme de la maturité. Ils sont comme des grenouilles dans une eau qui chauffe lentement, s'adaptant à chaque degré d'augmentation de la température jusqu'à être complètement cuits. Avant de disséquer la machinerie, reconnaissons la promesse séduisante qui attire les hommes dans ce piège. Le mariage se vend comme un partenariat, 2 égaux unissant leurs forces pour conquérir ensemble les défis de la vie. Le marketing est brillant. Rêve partagé, soutien mutuel, force combinée, objectif unifié. Qui ne voudrait pas d'un coéquipier pour le jeu ultime? Mais c'est là que la psychologie devient sinistre. Le partenariat implique l'égalité, mais le contrat de mariage moderne fonctionne davantage comme une OPA hostile déguisée en fusion. Une partie prend progressivement le contrôle de la prise de décision, de l'allocation des ressources, de la planification sociale et de la direction de la vie, tandis que l'autre fournit le travail pour financer ses décisions. La transition se fait si progressivement que les hommes ne remarquent pas qu'ils sont gérés plutôt que partenaires. D'abord, c'est notre argent, mais elle gère le budget. Ensuite, c'est notre calendrier social, mais elle fait les plans. Finalement, c'est notre vie, mais elle est la PDG, et il est devenu l'employé. Examinons l'architecture financière qui permet cette transformation. Le mariage moderne crée un système de dépendance économique qui rendrait jaloux les seigneurs féodaux. Par le biais de comptes communs, d'hypothèques partagées, de crédits combinés et d'actifs fusionnés, les hommes se retrouvent menottés financièrement à des décisions qu'ils n'ont pas prises.
Le génie réside dans la façon dont cette dépendance est présentée comme une responsabilité. Nous devons économiser pour la maison. Nous devons penser à l'avenir des enfants. Nous ne pouvons pas être égoïstes avec nos finances. Chaque déclaration semble raisonnable isolement, mais collectivement, elle crée une prison financière où le pouvoir de gain de l'homme est déconnecté de son autorité de dépense. Il travaille plus d'heures pour financer un style de vie qu'il n'a pas choisi, dans une maison qu'il n'a pas choisie, remplie de meubles qu'il n'aime pas, pour maintenir des standards qu'il n'a jamais fixés. Son travail devient le moteur qui alimente la vision de la belle vie de quelqu'un d'autre. Il ne construit pas son rêve, il finance le sien à elle. L'impact psychologique est dévastateur. Lorsqu'un homme voit son effort dissocié de son pouvoir d'agir, lorsque son travail sert des objectifs qu'il n'a pas fixés, il éprouve ce que les psychologues appellent l'impuissance acquise. Il cesse de se battre parce que la résistance semble futile. Il accepte son rôle de moteur économique et trouve un sens à être utile plutôt qu'à être lui-même. Le mécanisme de contrôle le plus efficace est peut-être le démantèlement systématique du réseau social indépendant de l'homme. Ce processus commence subtilement avec de douces suggestions sur la gestion du temps et les priorités relationnelles. Ne penses-tu pas que tu passes trop de temps avec tes amis ? Ne préférerais-tu pas passer le vendredi soir avec moi? Tes copains se comportent encore comme des étudiants? Le langage semble attentionné, voire logique. Pourquoi un homme marié donnerait-il la priorité à ses amitiés plutôt qu'à son épouse? Mais ce cadrage crée un faux choix. Il positionne les amitiés masculines comme une compétition plutôt qu'un complément au mariage. Il redéfinit la loyauté comme une ressource rare, comme si aimer ses amis diminuait d'une manière ou d'une autre son amour pour sa femme. Progressivement, l'homme voit son monde se rétrécir. La partie de poker hebdomadaire devient mensuelle, puis occasionnelle, puis inexistante. Le groupe de randonnée du week-end est remplacé par des projets domestiques. Les sorties spontanées disparaissent sous le poids du temps de couple programmé. Son réseau de soutien s'évapore juste au moment où il en a le plus besoin. Cet isolement remplit plusieurs fonctions de contrôle. Sans perspectives extérieures, il n'a aucun point de référence pour savoir si sa situation est normale. Sans amis masculins qui se souviennent de son moi d'avant le mariage, il perd le contact avec son identité authentique. Sans relations indépendantes, il devient émotionnellement dépendant de son épouse pour tous ses besoins sociaux, faisant d'elle à la fois sa geôlière et sa seule source de connexion humaine. Une fois l'isolement complet, le processus de remodelage s'accélère par une critique constante et de bas niveau déguisée en suggestion d'amélioration. Il ne s'agit pas de la colère explosive des relations abusives. C'est le goutte-à-goutte constant d'insatisfaction qui érode la confiance comme l'eau creuse la pierre. Tu devrais mieux t'habiller, tu dois manger plus sainement, tu regardes trop de sport, tu n'es pas assez ambitieux, tu devrais appeler ta mère plus souvent, tu dépenses trop pour tes hobbies. Chaque commentaire, pris individuellement, semble utile. Collectivement, il communique que ce qu'il est naturellement est insuffisant. La brillance de ce système réside dans sa déniabilité. Lorsqu'on la confronte, la critique se transforme en sollicitude. J'essaie juste de t'aider à être la meilleure version de toi-même. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Les relations ne consistent-elles pas à s'améliorer? L'homme se retrouve à défendre son droit d'être lui-même tout en se sentant coupable de résister au changement. Cette correction constante crée un état psychologique appelé locus de contrôle externe. Au lieu de faire confiance à son propre jugement, il commence à chercher l'approbation pour des décisions de plus en plus basiques. Doit-il acheter cette chemise? Est-ce que ça va si je vais prendre un verre après le travail? Peut-il faire la grasse matinée le samedi? Sa boussole interne est remplacée par un système d'approbation externe qui n'accorde jamais tout à fait la permission d'exister confortablement. Observez comment le mariage élimine systématiquement les activités qui apportaient autrefois aux hommes joie, but et identité. Cela se produit par l'application d'une logique utilitaire à chaque poursuite. Cette activité génère-t-elle des revenus? Améliore-t-elle notre maison? Fait-elle progresser notre statut social?
Si la réponse est non, l'activité est classée comme un gaspillage. Les jeux vidéo deviennent infantiles, le sport devient inutile, la musique devient du bruit. La lecture devient antisociale, bricoler des voitures devient sale. Toute poursuite qui ne profite pas directement au foyer est progressivement éliminée par des conflits d'horaires, des contraintes budgétaires et la pression sociale. L'impact psychologique va bien au-delà de la perte de divertissement. Ces activités représentent souvent le dernier lien avec l'identité d'avant le mariage. Ce sont les espaces où les hommes se sentent compétents, passionnés et autonomes. Lorsque celles-ci disparaissent, les hommes perdent l'accès aux expériences qui les faisaient autrefois se sentir vivants. Les activités de remplacement, le bricolage, le jardinage, les obligations familiales servent l'utilité domestique mais nourrissent rarement l'âme. Les hommes se retrouvent occupés mais pas engagés, productifs mais pas passionnés. Ils deviennent des machines efficaces pour générer de la valeur pour les autres tout en affamant leur propre esprit. L'aspect peut-être le plus psychologiquement dommageable du mariage moderne est la façon dont il transforme l'autonomie de base de l'adulte en un privilège nécessitant une négociation. Des hommes adultes se retrouvent à demander la permission pour des activités qu'ils considéraient autrefois comme acquises. Puis-je sortir ce soir? Puis-je acheter cet article? Puis-je rendre visite à mes parents? Puis-je accepter ce travail? La transformation se fait progressivement. Elle commence par la considération. Que penses-tu si je fais X? Puis elle devient une consultation. Est-ce que ça va si je fais X? Finalement, elle devient une supplication. S'il te plaît, laisse-moi faire X. Chaque étape semble raisonnable isolement, mais la trajectoire mène à la reddition complète de l'autorité décisionnelle d'un adulte. La demande de permission ne concerne pas seulement l'activité spécifique. Il s'agit d'établir qui a le pouvoir d'accorder ou de refuser les libertés humaines de base. Lorsqu'un homme doit chercher l'approbation pour des activités adultes normales, il n'opère plus comme un partenaire égal. Il fonctionne comme un subordonné demandant des privilèges à un supérieur. Cette dynamique crée ce que les psychologues appellent l'impuissance acquise. Lorsque le pouvoir d'agir de quelqu'un dépend de l'approbation d'un autre, il finit par cesser d'exercer un jugement indépendant. Il intériorise l'idée que ses désirs sont secondaires et que ses préférences n'ont pas d'importance. Ils deviennent des enfants psychologiques dans des corps d'adultes. Le complexe industrialo-matrimonial a perfectionné l'art de la motivation par la culpabilité. Chaque désir masculin qui ne sert pas à l'utilité domestique est recadré comme de l'égoïsme. Tu veux du temps seul, tu négliges ta famille. Tu veux poursuivre un hobby, tu gaspilles les ressources. Tu veux maintenir des amitiés, tu donnes la priorité aux autres plutôt qu'à ton épouse. Cette culpabilité opère sur plusieurs niveaux simultanément. Il y a la culpabilité pratique, nous ne pouvons pas nous le permettre. Il y a la culpabilité morale, ce n'est pas ce que font les bons maris. Il y a la culpabilité sociale. Que vont penser les gens? Il y a la culpabilité émotionnelle. Ça me fait mal quand tu choisis ça plutôt que nous. Peu importe la direction que prend l'homme, il rencontre une autre raison de se sentir mal à propos de ses désirs naturels. Le génie de ce système est la façon dont il rend l'homme complice de sa propre oppression. Il n'est pas contrôlé, il choisit de se sacrifier par amour. Il n'est pas manipulé, il est prévenant. Il ne se perd pas, il grandit en tant que personne. La culpabilité fait de lui l'architecte de sa propre cage. Avec le temps, cette culpabilité constante érode la capacité de l'homme à distinguer entre un compromis raisonnable et un sacrifice excessif. Sa boussole morale est recalibrée pour toujours donner la priorité aux besoins des autres avant les siens. Il développe ce que les thérapeutes appellent l'altruisme pathologique, l'incapacité de défendre son propre bien-être sans se sentir coupable. Le mariage ne change pas seulement le comportement des hommes, il démantèle systématiquement leur identité fondamentale. Le processus commence par la fusion des intérêts. Nous aimons la randonnée, nous apprécions le vin, nous préférons rester à la maison.
Les préférences individuelles sont absorbées par les préférences du couple, et la dissidence devient de la déloyauté. Les traits uniques, les perspectives et les passions de l'homme s'estompent progressivement à mesure qu'il s'adapte pour maintenir l'harmonie. Son sens de l'humour change pour correspondre à ses sensibilités à elle. Ses goûts musicaux évoluent pour éviter les conflits. Ses opinions se modèrent pour prévenir les disputes. Il devient une version diluée de lui-même, optimisée pour la compatibilité plutôt que pour l'authenticité. Cette érosion de l'identité crée une profonde crise psychologique que la plupart des hommes ne reconnaissent pas avant qu'elle ne soit presque complète. Ils se réveillent un jour et réalisent qu'ils ne se souviennent plus de ce qu'ils aimaient, de ce en quoi ils croyaient, ou de qui ils étaient. Ils sont devenus des personnages secondaires dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La tragédie n'est pas seulement personnelle, elle est relationnelle. La femme qui est tombée amoureuse de sa confiance, de son ambition et de sa personnalité distincte, se retrouve mariée à une pâle imitation de l'homme qu'elle a choisi. Elle devient souvent frustrée par sa passivité et sa conformité, ne réalisant pas que ses attentes ont créé les traits mêmes qu'elle trouve maintenant peu attrayants. Le mariage moderne fonctionne comme un système de collecte d'énergie, convertissant la vitalité masculine en utilité domestique. La pulsion naturelle des hommes pour l'accomplissement, l'exploration et la création est redirigée vers le maintien de la stabilité domestique. Leurs instincts compétitifs sont canalisés pour gagner plus d'argent. Leurs impulsions créatives sont dirigées vers des projets de rénovation de la maison. Cette redirection n'est pas nécessairement consciente ou malveillante, mais elle est systématique et complète. Chaque aspect de l'énergie masculine est évalué pour sa contribution aux objectifs du ménage. L'énergie physique va à l'entretien et aux réparations. L'énergie mentale va à la planification financière et à la résolution de problèmes. L'énergie émotionnelle va à la gestion des relations et à la résolution des conflits. L'homme devient une centrale électrique pour les rêves de quelqu'un d'autre. Sa force, son intelligence et sa passion deviennent des ressources à optimiser pour un rendement maximal plutôt que des sources d'épanouissement personnel. Il mesure le succès non pas par sa propre satisfaction, mais par son efficacité à servir les besoins des autres. L'impact psychologique à long terme est dévastateur. Lorsque l'énergie d'un homme sert principalement des objectifs externes, il perd le contact avec sa motivation interne. Il devient mu par l'extérieur plutôt qu'inspiré de l'intérieur. Il cesse de se demander « qu'est-ce que je veux ?» et commence à se demander « qu'est-ce qu'on attend de moi ?» Le mécanisme de contrôle le plus psychologiquement dommageable dans le mariage moderne est peut-être l'instrumentalisation de l'intimité. Le sexe se transforme d'un plaisir mutuel en un système de récompense pour un comportement acceptable. L'affection physique devient conditionnelle à la satisfaction des attentes plutôt qu'à l'expression de l'amour. Cela crée une profonde distorsion psychologique où le besoin le plus fondamental de l'homme pour la connexion devient lié à sa performance en tant que pourvoyeur et exécutant. Il apprend que sa valeur en tant qu'être humain est mesurée par son utilité en tant que mari. L'intimité devient quelque chose qu'il gagne plutôt que quelque chose qu'il partage. L'homme se retrouve constamment à jouer un rôle pour obtenir l'approbation plutôt que d'être simplement lui-même. Il surveille l'humeur de son épouse, ajuste son comportement pour maintenir l'accès à l'affection et perd progressivement le contact avec ses désirs authentiques. Il devient un acteur jouant le rôle de lui-même, optimisé pour l'approbation du public plutôt que pour la satisfaction personnelle. Cette dynamique crée ce que les psychologues appellent l'amour conditionnel. L'expérience que l'acceptation dépend de la satisfaction de normes externes plutôt que du simple fait d'exister. Les hommes intériorisent le message qu'ils doivent gagner l'amour par le service plutôt que le recevoir en étant. Ils deviennent des humains faisants plutôt que des êtres humains. Le mariage redéfinit systématiquement la réussite masculine pour servir les objectifs du ménage plutôt que les objectifs individuels. Les accomplissements personnels sont dévalorisés tandis que les contributions domestiques sont élevées.
La promotion au travail compte moins que la rénovation de la nouvelle salle de bain. Le projet créatif passe au second plan par rapport aux vacances en famille. Le succès individuel devient égoïste à moins qu'il ne se traduise par un avantage pour le ménage. Cette redéfinition se produit par un recadrage constant des priorités. Ce qui compte vraiment, c'est la famille. Le succès signifie assurer la sécurité. La véritable réussite, c'est de rendre sa femme heureuse. Chaque déclaration semble raisonnable, mais collectivement, elles éliminent le droit de l'homme à poursuivre son épanouissement personnel pour lui-même. L'impact psychologique va au-delà de la perte d'accomplissement. Il affecte toute la relation de l'homme avec l'ambition. Lorsque les objectifs personnels sont constamment dépriorisés, les hommes apprennent à réprimer leurs pulsions naturelles pour l'accomplissement individuel. Ils développent ce que les chercheurs appellent l'anédonie de l'accomplissement, l'incapacité de tirer satisfaction du succès personnel. Les hommes commencent à mesurer leur valeur entièrement par la validation externe plutôt que par la satisfaction interne. Ils recherchent l'approbation au lieu de l'excellence, la stabilité au lieu de la croissance, la sécurité au lieu de l'aventure. Ils deviennent des agents de maintenance pour la vision de la belle vie de quelqu'un d'autre. Si vous commencez à reconnaître ces schémas dans votre propre vie ou vos relations, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comprendre ces mécanismes psychologiques est la première étape pour retrouver votre moi authentique et créer des relations basées sur un partenariat authentique plutôt que sur un contrôle systémique. L'un des aspects les plus insidieux de cette transformation est la façon dont elle remplace la confiance masculine par une anxiété chronique. Les hommes qui prenaient autrefois des décisions fermes deviennent paralysés par la peur de prendre la mauvaise décision. Ils développent ce que les psychologues appellent l'hypervigilance, scrutant constamment les sources potentielles de mécontentement ou de critique. Cette anxiété se manifeste d'innombrables façons. L'homme vérifie son téléphone de manière obsessionnelle, surveillant l'humeur de son épouse à travers le ton des SMS et l'utilisation des emojis. Il répète les conversations avant de les avoir, anticipant et se préparant aux conflits potentiels. Il remet en question chaque décision, se demandant s'il aurait dû demander la permission d'abord. Le stress chronique de marcher sur des œufs a de graves conséquences sur la santé mentale et physique. Les hommes développent de l'insomnie, des problèmes digestifs et la dépression. Ils perdent leur résilience naturelle et deviennent des créatures fragiles et réactives qui sursautent à la moindre ombre. Le leader confiant devient un suiveur anxieux cherchant constamment réconfort et approbation. Cette anxiété sert parfaitement le système de contrôle, car les personnes anxieuses sont plus faciles à gérer que les personnes confiantes. Un homme anxieux est moins susceptible de résister à des demandes déraisonnables, moins susceptible d'affirmer ses besoins et plus susceptible de donner la priorité à la paix plutôt qu'à la justice. Sa peur du conflit le rend docile. L'aspect le plus psychologiquement troublant de cette transformation est peut-être la façon dont elle altère les souvenirs des hommes de leur moi d'avant le mariage. Le système ne change pas seulement le comportement présent, il réécrit l'histoire personnelle pour justifier les circonstances actuelles. Les hommes commencent à se souvenir de leurs années de célibat comme étant immatures, leurs amitiés comme superficielles, leur indépendance comme égoïste. Ils se convainquent que leurs restrictions actuelles représentent une croissance plutôt qu'une limitation. Leur liberté passée est recadrée comme de l'irresponsabilité, leur confiance passée comme de l'arrogance. Cette modification de la mémoire remplit plusieurs fonctions psychologiques. Elle réduit la dissonance cognitive en faisant paraître les circonstances actuelles comme choisies plutôt qu'imposées. Elle élimine la douleur de la perte en dévalorisant ce qui a été perdu. Elle crée un récit d'amélioration plutôt que de déclin. L'homme devient complice de l'effacement de son propre moi authentique. Il aide à construire la prison en fournissant les justifications de la nécessité des barreaux. Il devient à la fois victime et complice de sa propre disparition psychologique.
À mesure que le moi authentique est systématiquement démantelé, le mariage installe une identité de remplacement optimisée pour l'utilité domestique. L'homme apprend à tirer un sens du fait d'être utile plutôt que d'être lui-même. Il mesure sa valeur par le service plutôt que par la satisfaction. Cette identité de remplacement s'accompagne d'un système de valeurs complet qui privilégie la stabilité à la croissance, la sécurité à l'aventure et la conformité à l'authenticité. L'homme apprend à voir ces changements comme de la maturité plutôt que comme une reddition, de la sagesse plutôt que comme une défaite. Il adopte le langage de son oppression comme sa propre philosophie. Femme heureuse, vie heureuse devient son principe directeur. Le mariage, c'est une question de compromis, devient sa justification pour un sacrifice unilatéral. Les vrais hommes font passer la famille d'abord, devient sa rationalisation pour l'abandon de soi. La nouvelle identité semble authentique parce qu'elle a été si complètement intériorisée. L'homme croit sincèrement qu'il choisit cette vie plutôt qu'on ne la choisisse pour lui. Il devient le défenseur enthousiaste de sa propre domestication. Le système matrimonial se maintient en partie grâce à l'illusion que la plupart des hommes vivent des transformations similaires. Les hommes regardent autour d'eux et voient d'autres hommes mariés qui semblent tout aussi dociles, tout aussi restreints, tout aussi diminués. Cela crée la fausse impression que la vie de bête de somme est normale et inévitable. Mais cette comparaison ignore le biais de sélection. Les hommes qui restent visibles dans les cercles sociaux mariés sont ceux qui se sont adaptés avec succès au système. Les hommes qui ont résisté ou se sont échappés ont été systématiquement filtrés par le divorce, l'isolement social ou l'exil de la société respectable. L'homme voit un échantillon déformé et tire de fausses conclusions sur l'expérience masculine universelle. Il pense que chaque homme marié lutte avec les mêmes restrictions, souffre de la même anxiété, éprouve la même perte de soi. Il normalise sa situation anormale en la comparant à d'autres situations anormales. Ce piège de la comparaison empêche les hommes de reconnaître que leur situation est modifiable plutôt qu'inévitable. Ils acceptent le statut de bête de somme parce qu'ils croient que tous les hommes mariés sont des bêtes de somme. Ils arrêtent de se battre parce qu'ils pensent que le combat est ingagnable. À mesure que la transformation progresse, les coûts de l'évasion augmentent de façon spectaculaire. L'enchevêtrement financier rend le départ économiquement dévastateur. L'intégration sociale rend le départ socialement isolant. La dépendance émotionnelle rend l'indépendance psychologiquement terrifiante. L'homme se retrouve piégé non seulement par les circonstances extérieures, mais aussi par sa propre capacité diminuée à fonctionner de manière indépendante. Des années de prise de décision gérée ont atrophié les muscles de son jugement. Des années de validation externe ont affaibli sa boussole interne. Des années d'identité basée sur le service l'ont laissé incertain de sa valeur intrinsèque. Même s'il reconnaît sa situation comme problématique, le chemin du retour vers l'authenticité semble incroyablement difficile. Comment reconstruire un réseau social après des années d'isolement? Comment redécouvrir ses passions après des années de répression? Comment faire confiance à son propre jugement après des années de contrôle externe? Le système crée ce que les économistes appellent des coûts de changement. Des barrières qui rendent le changement de cap plus coûteux que le maintien du statu quo. Plus un homme reste longtemps dans le système, plus l'évasion devient coûteuse, jusqu'à ce que rester semble être la seule option viable. L'aspect le plus tragique de cette transformation est peut-être la façon dont elle se transmet à la génération suivante. Les garçons qui voient leur père vivre comme des serviteurs domestiques apprennent que c'est à cela que ressemble la masculinité adulte. Ils intériorisent le message que les âmes existent pour servir les besoins des femmes et que les désirs masculins sont intrinsèquement égoïstes. Ces garçons grandissent en s'attendant à renoncer à leur autonomie pour l'amour. Ils voient le sacrifice masculin comme noble et la défense de soi masculine comme immature. Ils entrent dans des relations déjà programmées pour la domestication, rendant le processus de transformation plus rapide et plus complet.
Le cycle se perpétue par le modèle plutôt que par un enseignement conscient. Les garçons n'ont pas besoin qu'on leur dise que les hommes doivent donner la priorité aux besoins des autres. Ils le voient démontrer quotidiennement dans leur foyer. Ils absorbent la leçon que la masculinité signifie l'utilité, que l'amour signifie le service, que la maturité signifie la conformité. Cette transmission intergénérationnelle garantit que chaque génération d'hommes arrive au mariage déjà partiellement domestiqué. Ils nécessitent moins de dressage, car ils ont été pré-entraînés pour le harnais. Le système devient plus efficace avec le temps. Malgré la nature exhaustive de cette programmation psychologique, l'éveil reste possible. Certains hommes finissent par reconnaître l'écart entre ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils étaient autrefois. Ils remarquent leur anxiété chronique, leur passion perdue, leur vitalité diminuée. Cette reconnaissance vient souvent d'une crise, un problème de santé qui force à la réflexion, un revers de carrière qui révèle la dépendance, ou simplement le poids accumulé d'années d'authenticité réprimée qui devient finalement insupportable. L'homme se regarde dans le miroir et ne reconnaît pas la personne qui le fixe. La première étape vers la reconquête est de reconnaître la réalité de la transformation sans les justifications confortables qui la rendent supportable. Cela exige une honnêteté brutale sur tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été abandonné, et comment la personne qu'il est devenue sert les autres plutôt que lui-même. La deuxième étape consiste à commencer à séparer l'identité du rôle. L'homme doit redécouvrir qui il est sous ce qu'il fait, qui il était avant de devenir utile, ce qu'il veut indépendamment de ce que les autres attendent de lui. Se libérer de la programmation de la bête de somme nécessite plus qu'un effort individuel. Cela nécessite une compréhension systémique de la façon dont la transformation se produit et pourquoi il est si difficile de l'inverser. Les hommes doivent reconnaître que leur situation n'est pas un échec personnel, mais une conception systémique. Le chemin à suivre consiste à reprendre progressivement le pouvoir d'agir dans de petits domaines, tout en construisant les ressources psychologiques et pratiques nécessaires à des changements plus importants. Cela peut signifier renouer avec de vieux amis, redécouvrir des hobbies abandonnés, ou simplement s'entraîner à dire non à des demandes déraisonnables. Plus important encore, les hommes doivent comprendre qu'ils ont le droit d'exister pour eux-mêmes, plutôt que simplement comme des ressources à utiliser par les autres. Ils doivent retrouver leur valeur inhérente en tant qu'êtres humains, plutôt que de mesurer leur valeur uniquement par l'utilité. Le but n'est pas de devenir égoïste ou inconsidéré, mais de créer des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation systématique. Un véritable partenariat nécessite deux personnes entières choisissant de collaborer plutôt qu'une personne absorbant l'autre. La transformation en bête de somme n'est pas inévitable, elle est conçue. Et ce qui a été conçu peut être reconçu par des hommes qui comprennent la machinerie et choisissent de se retirer du programme. Comprendre ces schémas est la première étape vers la création de relations authentiques qui honorent l'humanité des deux partenaires plutôt que de réduire l'un à une ressource pour la consommation de l'autre. Le choix entre rester une bête de somme et retrouver son statut d'être humain reste accessible à tout homme prêt à payer le prix de la liberté psychologique. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la nature systématique de la domestication masculine dans les relations modernes, partagez cette vidéo avec les hommes qui ont besoin de comprendre que leur situation n'est pas un échec personnel, mais une programmation sociale. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur les dynamiques psychologiques cachées qui façonnent nos relations les plus intimes. Et souvenez-vous, reconnaître la cage est la première étape pour ouvrir la porte. Alors, dites-nous un peu d'où est-ce que vous nous écoutez aujourd'hui, et surtout, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Où que vous soyez dans le monde, nous espérons que tout va bien pour vous et nous vous souhaitons d'être toujours en paix et en sécurité. Si vous aussi, vous avez une belle histoire, une anecdote amusante ou un témoignage touchant à partager, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. On adore vous lire.